Vous êtes sur Radio J, bon réveil, 6h21, merci d'être avec nous. Une page d'histoire dans cette édition. Si nous évoquions hier l'histoire de l'affiche rouge et du groupe Manoukian fusillé au Mont Valérien, c'était le 21 février 1944. Une autre date est aussi à commémorer cette semaine, c'était le 23 février 1942. Et déjà, des résistants au nazisme étaient assassinés au même endroit. Et je tiens ce matin à remercier Frédéric Nordman, un de nos plus fidèles auditeurs, qui m'a appelé justement hier pour nous suggérer cette idée, cette très bonne idée d'en parler pour ne pas oublier, rappeler l'histoire des résistants du fameux réseau du Musée de l'Homme, l'un des premiers organismes clandestins de résistance, né de manière spontanée dès l'appel du général de Gaulle et l'annonce de l'armistice par le maréchal Pétain en juin 1940. Une histoire particulière, intrinsèquement liée à l'engagement politique anti-pétainiste de Paul Rivet, le fondateur donc du Musée de l'Homme en 1937 et de son équipe. On va en parler et on commence justement avec vous, Laurence Kahn. Et oui, si l'on en parle beaucoup du groupe Manoukian et de ses 21 camarades fusillés au Mont Valérien, il ne faut pas occulter ceux qui, avant lui, ont tenté de lutter contre le nazisme. Dès l'été 1940, un premier groupe d'opposition au régime de Vichy et au nazisme est ainsi formé, composé d'intellectuels parisiens, notamment la bibliothécaire Yvonne Audon et les ethnologues d'origine russe, Boris Vildé ou encore Anatole Levitsky. Il est d'abord désigné sous le nom du Comité national de salut public, un mouvement qui voit le jour dans les locaux du Musée de l'Homme, créé donc, vous l'avez dit, 3 ans plus tôt, en 1937. Et ce mouvement se transforme donc en un secteur clandestin dirigé par Boris Vildé, définitivement structuré, on peut le dire, en octobre 1940. Il compte 100 membres répartis en 8 groupes aux activités propres. Mais alors, quelles sont-elles ces activités ? Eh bien, parmi ces activités, on ne compte pas d'attentats, comme pour le groupe Manoukian, mais plutôt des actes plus discrets, cependant tout aussi efficaces. Ainsi, on peut noter les efforts de renseignement comme la collecte d'informations et leur acheminement vers Londres, mais aussi l'évasion de prisonniers grâce à de faux certificats de maladie et le recrutement de passeurs, mais aussi la propagande dans les journaux Résistance et Vérité français, créés respectivement en septembre et décembre 1940. Et il faut savoir qu'à l'époque, Résistance, qui est un journal qui ne comporte que 4 pages quand même, a une portée considérable pour les Français qui refusent de se soumettre. D'abord imprimé au Musée de l'Homme, le journal sera par la suite édité à Aubervilliers. Absolument, Ilana, et c'est un vrai succès. Mais l'écriture du journal est dangereuse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en décembre 1940 et mars 1941, seulement 5 numéros seront distribués. Le 5e, pour l'anecdote, étant entièrement rédigé par Pierre Brossolette, numéro qui paraîtra le 25 mars 1941. Il n'a par ailleurs jamais été retrouvé, malheureusement. Et c'est donc à la fin de l'automne 1940 que le secteur de Boris Vildé se rapproche d'un autre groupe géré par Maurice Dutheil de La Rochère qui compte 50 membres et d'un autre géré par Paul Hoé et Germaine Tillion qui compte 80 membres. 3 réseaux de résistance qui fusionnent et qui sont implantés sur l'ensemble de la zone occupée ainsi que dans certaines villes de la zone libre telles que Bordeaux, Perpignan, Toulouse, Lyon ou encore Vichy. C'est en effet à ce moment-là qu'on appelle définitivement le groupe de réseau de résistance du Musée de l'Homme. Mais la formidable précocité de sa création et ses actions sont aussi malheureusement à l'image de celle des premières arrestations dont le groupe sera victime. Et oui, malheureusement à Paris, les collaborationnistes s'activent pour faire arrêter tous les dissidents et résistants. Entre alors en jeu le service de renseignement allemand nommé Labwehr, installé pour rappel à l'hôtel Lutetia dans le 6e arrondissement de Paris. C'est là, précisément à cet endroit, que le service nazi traite les informations qui lui sont transmises et surtout par des agents infiltrés. Et parmi eux, un certain Albert Gaveau, mécanicien, agent de liaison et pourtant considéré comme un des hommes de confiance de Boris Vildé. Il le trahira et dénoncera aux Allemands l'existence du réseau de résistance du Musée de l'Homme. Les premières arrestations auront donc lieu en février 1941, 8 mois après la naissance de ce groupe de résistance organisée. 19 personnes sont alors inculpées de crimes d'espionnage au profit d'une puissance ennemie. Le 8 janvier 1942, un procès se tient devant une cour allemande. Le verdict est sans appel. Et oui, au total seront prononcées 10 peines capitales, 3 peines de prison et 6 non-lieux. Il faudra attendre 1 an après la dénonciation du groupe pour que les membres les plus importants soient condamnés à mort.
Et nous sommes alors le 23 février 1942. Jules Andrieux, Georges Itier, Anatole Levitsky, Léon Nordman, René Sénéchal, Boris Vildé et Pierre Walter seront fusillés au Mont Valérien. Et oui, le Mont Valérien, on le rappelle, utilisé par les Allemands comme lieu d'exécution de résistants et d'otages au cours de la Seconde Guerre mondiale. La forteresse du Mont Valérien a vu donc des centaines de résistants mourir sous les balles nazies et collaborationnistes. Un lieu qui abrite aujourd'hui par ailleurs les mémorials de la France combattante, inauguré le 18 juin 1960 par le général de Gaulle et érigé en l'honneur de tous les morts de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour revenir aux condamnations sur le réseau du Musée de l'Homme, c'est vrai, on a parlé des hommes exécutés, mais qu'en est-il des femmes? Puisque c'est vrai, il y avait aussi de nombreuses femmes dans ce groupe de résistants. Eh bien, les femmes condamnées à la peine capitale, elles, seront finalement déportées vers les camps allemands, comme la bibliothécaire Yvonne Audon, amie de la première heure de Boris Vildé. Elle sera déportée au camp de Ravensbrück avant d'en réchapper. Après la guerre, en 1946, Yvonne Audon reprendra ses fonctions au Musée de l'Homme. Et on peut s'intéresser aussi au cas exceptionnel de Germaine Tillion, même son de cloche pour elle, l'autre grande résistance et amie de Boris Vildé, qui était ethnologue. Comme tous les résistants du réseau du Musée de l'Homme, elle figure aussi, Germaine, dans les petits papiers de la Gestapo. Elle sera arrêtée un peu plus tard. Oui, tout à fait. Il en a trahi par l'abbé Robert Allèche, un prêtre luxembourgeois, agent double au service de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Germaine Tillion est arrêtée à son tour le 13 août 1942 à la gare de Lyon à Paris. Elle est immédiatement mise à l'isolement à la prison de la Santé, toujours à Paris, puis transférée 2 mois plus tard à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Elle sera ensuite, elle aussi, déportée au camp de Ravensbrück, où y survivra comme Yvonne Audon. Et il faut quand même noter la ténacité exceptionnelle de cette femme, je le disais, vraiment remarquable. Elle ne lâche rien et continue de croire en la résistance, même enfermée dans le camp. Et oui, c'est vrai, insensible à la peur, l'ethnologue multipliera les actes de résistance à l'intérieur même du camp, mots passés secrètement par des codétenus ou photographies des femmes victimes d'expériences pseudo-médicales qu'elle réussit à sortir de Ravensbrück, un véritable exploit. Plus étonnant encore, dans le camp, Germaine Tillion composera même une opérette pour dénoncer ces conditions. Et oui, pour l'anecdote, cette opérette inachevée, dont on a d'ailleurs découvert l'existence que récemment, a été adaptée au théâtre. En effet, Germaine Tillion donnera finalement son accord pour qu'elle soit mise en scène en 2007 au Théâtre du Châtelet. Mais avant de parler de la fin de sa vie, parlons de ses actions à la fin de la guerre. De son côté, elle chargera de régulariser les pensions au titre de combattants volontaires de la résistance. C'est elle qui enregistrera d'ailleurs le réseau sous le nom de Réseau du Musée de l'Homme, Ahouette Vildé. Pour moi, la résistance consiste à dire non, mais dire non, c'est une affirmation, c'est très positif, c'est dire non à l'assassinat, au crime. Il n'y a rien de plus créateur que de dire non à l'assassinat, à la cruauté, à la peine de mort. Voilà ce que disait pour témoignage Germaine Tillion dans un entretien à la journaliste américaine Alison Rice. C'était en 2002. Et finalement, Germaine Tillion mourra 6 ans plus tard, le 19 avril 2008. Et il faudra attendre le 27 mai 2015 pour que la dépouille de Germaine Tillion entre enfin au Panthéon, en même temps que 3 autres grandes figures de la résistance, Geneviève de Gaulle-Antoniose, Pierre Brossolette et Jean Zay. Merci Laurence Kahn d'avoir contribué à ce billet très intéressant. Pour aller plus loin, vous pouvez toujours visiter évidemment le Musée de l'Homme au 17 place du Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris. Évidemment, pour l'instant, il est fermé à cause de la crise sanitaire, mais on a hâte d'y revenir. Et puis, vous pouvez évidemment toujours vous documenter sur Internet, sur le réseau du Musée de l'Homme. Et merci encore à Frédéric Nordman de nous avoir suggéré cette magnifique idée. Frédéric, qui voulait rendre hommage aussi à son oncle, il me semble, Maurice Nordman, qui a été fusillé avec ses camarades donc le 23 février 1942.